Chaque élément de l'image joue un rôle bien spécifique, aucune pièce ne peut être ajoutée ou soustraite. La position de chaque image, par rapport aux autres, obéit également à un ensemble de règles et ne peut être modifiée, sans quoi, le sens général de la peinture murale serait modifié. Cela conclut notre discussion sur l'art égyptien. Passons maintenant à la Grèce au 7e siècle avant notre ère, l'époque à laquelle l'art a connu son premier âge d'or. Cette époque a été appelée la période classique par les artistes postérieurs et a représenté la libération de l'art du sacrifice et de la religion. Les artistes ont commencé à se concentrer plutôt sur la vie des gens. Comme nous l'avons mentionné dans le livre Histoire de la beauté, l'esthétique de cette période était combinée dans le but de transmettre l'idéal de la beauté, et il y avait de grands développements dans les arts, en particulier dans la sculpture et la peinture. L'idée moderne du peintre est née à cette période. Les riches de la Grèce antique chargeaient des artisans de remplir leurs maisons d'œuvres d'art, un peu comme nous le faisons aujourd'hui. Cependant, peu de peintures de la période grecque ont survécu et leur réalisation se reflète plus facilement dans l'architecture. Le Parthénon d'Athènes, par exemple, a fortement influencé l'architecture romaine ultérieure. Il y a aussi de nombreuses statues de la période grecque qui subsistent encore à ce jour. Il s'agit d'œuvres influentes et célèbres comme le discobole, ou le lanceur de disques, et la Vénus de Milo. Le plus grand changement dans la technique au cours de cette période a été l'avènement du raccourci. Qu'est-ce que le raccourci? Vous pouvez le considérer comme une manifestation précoce de la perspective. Prenons les pieds comme exemple. Les pieds d'un sujet peint n'étaient plus orientés dans la même direction que dans l'art égyptien dont nous avons déjà parlé. Lorsqu'un personnage est tourné vers l'avant, ses pieds sont également dirigés vers le public, avec 5 orteils visibles sur chaque pied. En plus de l'orientation, les artistes devaient représenter avec précision l'échelle. Le pied lui-même a une perspective, les parties les plus proches du public devaient être agrandies tandis que les parties les plus éloignées être plus petites. Les Grecs anciens utilisaient cette méthode pour représenter leur sujet de manière la plus réaliste possible. Cela montre que les artistes de l'époque étudiaient la nature et portaient une attention particulière à ses formes. En plus d'appliquer des raccourcis, les artistes ont également commencé à prêter attention à l'anatomie dans son ensemble ainsi qu'à la manière dont les différentes parties du corps se comportaient les unes par rapport aux autres. Forts de cette connaissance, ils ont commencé à essayer de montrer le mouvement, un concept incroyablement avancé pour un monde habitué aux figures statiques de l'Égypte. Pour être encore plus réalistes dans leur représentation de sujets humains, certains artistes ont demandé à des modèles de poser pour eux. La fin de l'ère hellénistique est marquée par l'essor de l'Empire romain. Bien qu'ils aient beaucoup emprunté à la tradition grecque, ils ont commencé à effectuer leurs propres changements. Un exemple parfait est leur représentation de personnages célèbres. Dans la Grèce antique, les sculptures montraient une forme idéalisée du corps humain, qui reflétait le sujet largement religieux. En revanche, les Romains se concentraient sur la réalité et adoptaient ainsi une démarche de représentation plus réaliste. Des bustes de nombreux empereurs ont été trouvés et chacun montre les hommes tels qu'ils étaient, avec leurs imperfections physiques, c'est leur expression faciale capturée dans la pierre. Cependant, le plus frappant dans les réalisations de cette nouvelle période ne résidait pas dans l'art pur, mais plutôt dans le génie civil. Les architectes romains maîtrisaient et utilisaient abondamment les arches structurelles, ce qui rendait possible la construction de bâtiments extrêmement grands. Le Colisée était un chef-d'œuvre architectural à l'époque et attire toujours des millions de touristes chaque année. Les artistes célèbres de cette période, souvent porteurs de la double mission de conception architecturale et de décoration architecturale, voyageaient d'un chantier à l'autre. Le Moyen Âge, la longue durée entre l'Antiquité classique et la Renaissance, coïncide avec la période pendant laquelle la religion a dominé l'Europe. Par conséquent, les travaux des artistes tournaient tous autour des cathédrales et de la diffusion des histoires religieuses. Les cathédrales étaient souvent les bâtiments les plus grandioses de la ville, ce qui faisait que les gens se sentaient petits lorsqu'ils y entraient. À l'intérieur, les grandes fresques fournissaient également une atmosphère religieuse solennelle. Les artistes du Moyen Âge ressemblaient davantage à des artisans qui n'avaient pas besoin de créer de vraies images de la nature ou de belles choses, mais qui exprimaient plutôt fidèlement le contenu et l'essence des contes religieux à leurs adeptes.
Ils devaient aussi arranger les symboles religieux de manière satisfaisante, comme décider des positions du Christ et des saints, par exemple, ou faire interagir la Vierge et l'enfant de la bonne manière. Le concept artistique de cette période peut se résumer dans les mots du pape Grégoire le Grand: la peinture peut faire pour les analphabètes ce que l'écriture fait pour ceux qui savent lire. Compte tenu du taux d'analphabétisme à l'époque, on peut imaginer que la peinture servait non seulement à éradiquer l'analphabétisme religieux, mais aussi à rappeler aux croyants les enseignements qu'ils avaient reçus. Les meilleurs artistes ont principalement travaillé sur la conception et la construction de cathédrales au cours de cette période. Elles présentaient une grande différence de style par rapport à celle de Rome et se distinguaient notamment grâce à l'arc en plein cintre. Mais, dans la seconde moitié du XIIe siècle, le nord de la France vit l'essor des cathédrales gothiques aux arcs brisés symboliques. La célèbre Notre-Dame de Paris constitue l'exemple parfait de cet art gothique. Leurs majestueux arcs-boutants soutenant la structure de l'extérieur, ainsi que des voûtes de plafond massives, permettent de hauts plafonds, créant une magnifique immensité à l'intérieur. Les murs sont ornés de vitraux complexes, aussi brillants que des pierres précieuses. Lorsque pénétrera ce lieu, il sentira que les cieux auxquels il croit sont descendus sur terre et qu'il s'est alors rapproché de la compréhension des mystères d'un royaume. Au-delà de la portée de la matière, d'autres artistes ont peint de grandes œuvres religieuses dans des églises ou illustré des livres de l'Église. Cela conclut la première partie de Quai sur l'art ancien, une histoire que nous avons qualifiée comme étant faite d'idées et d'exigences changeantes. Avant l'art égyptien d'il y a 5000 ans, il existait des formes d'art pratiques partout dans le monde. L'art égyptien a adopté une approche plus pragmatique et a commencé à représenter des sujets de la vie réelle en utilisant à la fois la sculpture et la peinture. Les artistes de la période grecque se sont concentrés sur l'individu et la nature tandis que les Romains ont développé l'art et la technologie des Grecs pour créer des formes vraiment réalistes et des bâtiments immenses. Avec leur déclin, vint des millénaires relativement calmes dominés par l'influence de l'Église. Cependant, il y avait encore quelques brillantes étincelles d'inspiration artistique, qui se sont construites les unes sur les autres pour créer des icônes culturelles importantes et magnifiques comme Notre-Dame. À la fin du XIVe siècle, le monde était sur le point d'entrer dans une nouvelle ère brillante d'invention et d'art.